étudier, oui, mais il faut étudier intelligemment, il faut étudier sagement. Et gardez toujours en tête que mon objectif, c'est d'avoir mes papiers. Donc, même au niveau du choix de ma formation, je vais aller choisir quelque chose qui va aller dans ce sens. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière dans laquelle je vais prendre le temps de répondre à des questions qui m'ont été posées plusieurs fois sur cette chaîne ou en inbox sur ma page Facebook. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour, bienvenue. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner et à liker si c'est un sujet qui t'intéresse. Tout de suite après le générique, on passe à la vidéo. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première question qui m'a été posée à plusieurs reprises, c'est « Alcini, est-ce que je peux étudier même si je n'ai pas les papiers ?» Alors, la réponse est oui, tu peux étudier même si tu n'as pas les papiers. En France, tout le monde a droit à l'éducation. Personne ne peut te retirer le droit à l'éducation. Mais je tiens quand même à préciser que sans papier, oui, mais pas sans identité. Ça veut dire que une fois que tu auras trouvé ta formation, l'établissement que tu auras choisi va forcément te demander une pièce d'identité. Et ici, en l'occurrence, tu présenteras simplement ton passeport. Alors, la deuxième question qui va un peu dans le même sens que la première, c'est « Ok Alcini, comment je fais concrètement si je veux étudier alors que je suis sans papier ?» Donc, la première chose qu'il faudra faire dans ce cas-là, c'est de te renseigner auprès d'un établissement. Donc, ça va être par exemple les centres de formation, les universités, les écoles. Donc, en fonction de la formation que tu souhaites faire, tu vas t'orienter donc vers les établissements qui proposent cette formation-là et tu vas prendre les renseignements nécessaires. Je marque une pause ici pour te parler de deux établissements particulièrement que j'aime bien. Donc, il s'agit des CIO, Centres d'information et d'orientation. Je sais qu'il y en a plusieurs à Paris pour ceux qui sont donc à Paris, en Île-de-France. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces centres-là pour prendre des informations. Je sais qu'il y a même la possibilité d'avoir des rendez-vous avec des conseillers sur place. Ça, par contre, entre parenthèses, je ne suis pas sûre que c'est possible de le faire sans papier. Mais je dis toujours, qui ne tente rien n'a rien. Donc, qu'à cela ne tienne, généralement, ces CEO ont des représentants au sein des universités. Donc, si ce n'est pas possible sur place de parler avec un de ces représentants, vous pouvez vous diriger vers une université et demander à parler avec un conseiller d'orientation. Voilà. Et il pourra mieux vous accompagner donc dans cette démarche-là de formation ou de réorientation professionnelle selon votre cas. Donc, le deuxième établissement dont je voulais vous parler, c'est celui dont je parle toujours ici sur cette chaîne. Donc, il s'agit de la Bibliothèque des sciences et de l'industrie qui se trouve à Paris dans le 19e arrondissement. Je vous encouragerai toujours à faire un tour à cette bibliothèque parce que, encore une fois, c'est un lieu qui propose énormément de ressources sur l'emploi, sur le travail. Il y a constamment, régulièrement des forums, des ateliers. Donc, n'hésitez pas à vous rendre également sur ce site-là pour avoir de plus amples informations. Alors, je veux quand même marquer une pause pour faire un gros attention parce que étudier, oui, mais il faut étudier intelligemment, il faut étudier sagement. Et gardez toujours en tête que mon objectif, c'est d'avoir mes papiers. Donc, même au niveau du choix de ma formation, je vais aller choisir quelque chose qui va aller dans ce sens. Je prends un exemple. Si, par exemple, tu as fait une formation, tu as eu ton diplôme et que à la fin de ta formation, tu te retrouves sans emploi, pour moi, tu n'auras pas vraiment avancé. Ou sinon, tu te retrouves à galérer encore pour chercher du travail. Pour moi, tu n'auras pas vraiment avancé. Je t'encourage à choisir une formation, en fait, qui est demandée en France. Donc, ça va être tout ce qu'on appelle métier sous tension. Je vais te donner des exemples. Ça va être, par exemple, la petite enfance, la restauration, l'hôtellerie, ça peut être aussi le domaine des soins.
Donc, vraiment, choisis ta formation de manière intelligente. En choisissant une formation, je vais le dire terre à terre en fait. Donc, quand tu vas finir la formation, les employeurs vont te chercher en fait. Et ce, même malgré le fait que tu sois sans papier, parce qu'ils galèrent tellement à trouver quelqu'un que finalement, ils seront prêts à même souvent s'engager pour faire une procédure de régularisation avec toi. D'accord? Donc, choisis un métier qui est très demandé en France pour être sûr de pouvoir entamer ta démarche de régularisation sereinement une fois que tu auras eu ton diplôme. Alors, la troisième question qui m'a été posée, celle-là est revenue à plusieurs reprises, c'est Alcini, comment tu as fait pour passer le CAP Petite Enfance? Quel établissement tu as choisi? Alors, le CAP Petite Enfance, donc maintenant ça s'appelle CAP AEPE, donc CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance, comprend 2 volets. D'accord? Donc, il y a le volet théorique et le volet pratique. Alors, pour passer le CAP Petite Enfance, la première chose que tu vas faire, c'est de te trouver un établissement où tu vas suivre donc les cours théoriques. Ça peut être une école, une université, ça peut être également un centre de formation en ligne. Personnellement, j'ai opté pour cette dernière option parce que je voulais travailler pendant que je suivais les cours. Alors, une fois que tu auras trouvé ton centre de formation, tu vas devoir donc t'inscrire moyennant frais parce que ce n'est pas gratuit en fonction des centres. Les prix varient en fonction des centres. Alors, ensuite, il va falloir que tu t'inscrives pour pouvoir passer l'examen. Généralement, l'examen du CAP se déroule au mois de juin, mais il faut s'inscrire entre septembre et novembre. Et là encore, ça dépend de votre lieu de résidence. Parce que pour s'inscrire, vous allez devoir aller sur Internet donc, et faire la recherche de l'académie de laquelle vous dépendez. Donc, il existe plusieurs académies en fonction du lieu où vous habitez. Encore une fois, je vais vous donner des exemples. Pour ceux qui sont en Île-de-France, il y a par exemple l'académie de Versailles, l'académie de Créteil. Donc, vous allez regarder en fonction de l'endroit où vous habitez et trouver à quelle académie en fait vous appartenez. Une fois que vous aurez trouvé cette académie, vous allez vous rendre sur son site internet et donc chercher les éléments constitutifs pour envoyer un dossier pour pouvoir passer votre examen de CAP au mois de juin. Sincèrement, il ne faut pas vous effrayer. Le dossier, de ce que je me rappelle, il est vraiment très simple. On va certainement vous demander une pièce d'identité. Donc ici, en l'occurrence, votre passeport. On va vous demander des diplômes si vous en avez eu précédemment. Voilà. Et 2-3 autres trucs. Voilà. Une fois que vous aurez constitué ce dossier-là, vous allez donc l'envoyer à l'académie concernée. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer votre formation théorique. D'accord ? Maintenant, le deuxième volet du CAP Petite Enfance ici, c'est le volet pratique. Alors, c'est là que souvent le bas blesse parce que on va vous demander soit un stage ou une expérience professionnelle. Alors, les stages, généralement, pour le CAP, il faut le faire soit en école maternelle, soit en crèche. Et personnellement, je trouve que c'est très compliqué de trouver un stage dans une école ou dans une crèche, surtout quand on n'a pas de papier. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais opté plutôt pour l'expérience professionnelle. Donc, j'ai commencé à chercher du travail en tant que nounou à domicile. Et j'ai eu la grâce de trouver une famille qui a accepté de me déclarer sur le site Page Emploi. Et donc, j'ai pu avoir un contrat de travail et des fiches de paye que j'ai présentées plus tard comme expérience professionnelle. Donc, généralement, je pense que c'est au mois de mars qu'on vous demande d'envoyer donc ce complément de dossier. Donc, ça va être soit vos justificatifs de stage ou vos justificatifs d'expérience professionnelle. Et je mets encore une parenthèse pour préciser que moi, personnellement, je n'avais pas le nombre d'heures requis. Parce que il faut savoir que lorsque je travaillais à temps partiel et du coup, je n'avais pas pu atteindre le nombre d'heures demandées pour valider mon CAP. Mais qu'à cela ne tienne, on m'a quand même permis d'aller présenter l'examen. Et c'est ce que je vous dis toujours sur cette chaîne, c'est que je vous encourage toujours à essayer parce que moi, je pense que quand on voit votre motivation, quand vous êtes pratico-pratique, en fait, que vous faites des choses, quand on voit comment vous êtes en train d'essayer de vous battre, il y a des gens, en fait, qui ont le cœur
voilà, qui sont humains simplement et qui peuvent avoir compassion de vous, qui peuvent avoir pitié de vous et se dire, ah, je vais la laisser passer même si elle n'a pas tout ce qui est demandé. Donc, je vous encourage toujours à continuer de vous battre et à continuer d'essayer. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire par rapport au CAP. Donc, il faut savoir que la partie théorique contient 2 volets également. Donc, il y a ce qu'on appelle les matières générales et les matières professionnelles. Personnellement, je n'ai passé que les matières professionnelles parce que les matières générales, c'est tout ce qui est histoire, géographie, mathématiques, français. Donc, comme j'avais déjà un master, ils ont estimé que ça ne servait à rien en fait de me faire passer les matières générales. Donc, en fonction de votre niveau d'études, la commission peut décider, oui ou non, de vous faire passer les matières générales. Et je veux également marquer une pause pour vous dire que s'il arrive, par exemple, que vous êtes inscrit pour passer le CAP petite enfance, mais que vous n'avez pas eu l'expérience professionnelle ou bien le stage en crèche ou en école maternelle, ne vous découragez pas. Allez-y. Si, par exemple, vous êtes concerné par les matières générales, allez-y, passez vos matières générales. Et l'année qui va suivre, vous allez revenir peut-être pour présenter votre expérience professionnelle ou vos stages. Donc, il ne faut pas vous décourager. Encore une fois, qui ne tente rien n'a rien. Et moi, je suis d'avis que quand ça ne marche pas, on essaye. Si c'est vraiment quelque chose que tu veux, si c'est vraiment le désir de ton cœur, vas-y, fonce. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu aies réalisé ce que tu avais pour projet de réaliser, en fait, simplement. Et la troisième question qui m'a été posée, sur laquelle j'ai jugé de revenir quand même. J'ai jugé bon de revenir sur ce sujet-là parce que je me rends compte que c'est quelque chose quand même d'assez délicat. Alors, quelqu'un m'a posé la question de savoir, Alcini, comment je fais si je suis en train d'aller renouveler mon titre de séjour, mais j'ai peur d'avoir une OQTF ou bien j'ai peur d'avoir un refus de titre de séjour. Alors, simplement, je vais t'encourager à te rendre chez un juriste spécialiste du droit des étrangers et à demander conseil. D'accord? Parce qu'il est à même, il est à mesure de te dire si ton dossier est bon ou pas. Donc, n'hésite pas à prendre une consultation et voilà, à faire examiner ton dossier avant de te rendre en préfecture si tu n'es pas sûr que ton dossier va passer ou pas. L'autre question à laquelle je voulais répondre également concernant l'OQTF, enfin, c'est pas vraiment une question, mais on va dire que c'est plus quelque chose qui m'a alertée. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui pensent encore qu'elles peuvent aller se défendre toutes seules lorsqu'elles reçoivent une OQTF. Alors non, ne faites jamais ça, je vous en supplie, ne faites jamais ça. Lorsque vous recevez un courrier d'OQTF, la plupart du temps, il y a marqué soit au dos du courrier, soit écrit en tout petit en bas que vous avez la possibilité de contester l'OQTF et vous avez également droit à un avocat. Alors, je précise, l'avocat en question, il s'agit d'un commis d'office qui est payé par l'État. Ça veut dire que vous n'avez rien à débourser, vous n'avez rien à dépenser pour cet avocat. Donc, franchement, entre avoir un avocat gratuit qui va vous défendre et aller vous défendre tout seul, bah, il n'y a pas match en fait. Donc, ne faites pas l'erreur d'aller vous défendre tout seul, je vous en supplie. Ça, c'est vraiment, je vais dire terre à terre, c'est donner le bâton en fait pour vous faire battre simplement. Donc, prenez toujours la peine d'aller contacter un avocat pour vous défendre. Et faites bien attention au délai qui est marqué dans votre courrier. Parce que si vous avez un délai de 30 jours pour contester l'OQTF et que vous vous présentez chez l'avocat après 60 jours, bah voilà quoi. Et donc, pour contacter l'avocat, ça aussi, je reviens dessus parce que je me rends compte que peut-être tout le monde n'est pas au courant de cette information-là. Pour contacter l'avocat, il faut simplement vous rendre auprès d'une association. Là, par exemple, un exemple d'association qui me vient en tête, je crois, la CIMAD, qui se trouve en Île-de-France. Je vous mettrai le nom en barre de description. Et vous pourrez aller chercher plus d'informations. Mais ce sont des associations comme ça qui vont vous donner des contacts d'avocats que vous pouvez aller voir pour vous aider à contester votre OQTF. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire ou si vous estimez que c'est trop personnel, vous pouvez également me les laisser via ma page Facebook. Je laisserai le lien également en bas de description.
et je prendrai le soin peut-être de faire une autre vidéo pour répondre à vos questions. Alors, je vous souhaite un bon week-end et moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.